La formation du corps d'énergie mentale, partie 1 de 2. Avertissement par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement. Je vous ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. La formation du corps d'énergie mentale, c'est ce qui se produit lorsque le processus de fusion est entamé entre l'âme et l'esprit. Donc l'âme, c'est vous qui écoutez l'enregistrement, qui est une partie d'un esprit qui s'est incarné dans la matière et qui habite et anime le corps physique. Et pour ce qui est de l'esprit, c'est la contrepartie cosmique de l'individu, c'est-à-dire la partie de lui qui n'a jamais descendu dans la matière, mais qui peut être mis en contact avec la matière à travers l'âme. Donc le corps d'énergie mentale prend naissance lorsque l'énergie de l'esprit s'harmonise avec celle de l'âme à travers le processus de la fusion. Ça amène la construction d'une structure qui n'était pas présente jusqu'alors. Pour remettre les choses en contexte, eh bien, l'être humain se développe à l'origine en développant un corps physique. Donc, autrement dit, à la base, l'âme s'incarne dans la matière, elle habite un corps qui naît, qui grandit, se développe en vertu d'une programmation, et l'âme apprend à maîtriser le corps physique à travers la maîtrise des différents sens, que ce soit le goût, le toucher, l'odorat, la vue, l'ouïe. Et ensuite, un petit peu plus tard, se développe le corps émotionnel, qui est une structure énergétique présente au cœur de l'individu. Et ce corps d'énergie sert à percevoir les émotions qui sont des réactions qui sont faites par l'âme à son contact avec son environnement. Donc la conscience émotionnelle s'y rapporte. Donc autrement dit, l'âme en évolution, à travers l'ego, qui se rattache à la conscience qui prend naissance avec le corps physique, va être confrontée à des événements, des situations, des stimuli, et face à ces éléments-là, ou même à des idées, eh bien, il va y avoir des réactions qui sont créées, occasionnées. Ça peut être de la peur, de la jalousie, de la tristesse. Donc, le corps émotionnel permet de percevoir les émotions, qui sont des énergies qui sont liées à la Terre, entre autres au plan astral. Et une fois que le corps émotionnel prend de l'ampleur, arrive un petit peu plus tard dans la vie de l'individu le développement de la structure intellectuelle qui fait l'usage de la raison, de la logique, du sens de l'analyse, de la synthèse, qui va amener l'individu qui vibre beaucoup au plan émotionnel à stabiliser son état en utilisant l'intellect, la déduction logique, entre autres, pour remettre les choses en contexte. Donc, ça donne une intelligence qui organise progressivement les émotions. Et puis, lorsque le corps intellectuel est bien développé, dans certains cas, des individus vont développer le corps d'énergie mentale par après. Et le développement du corps d'énergie mentale n'est pas nécessairement quelque chose qui va être développé dans l'existence présente de chaque individu ou qui est accessible à un développement en fonction du désir de l'ego. En ce sens que l'ego peut décider consciemment de participer au développement de son intellect en faisant par exemple des études, que ce soit au collège, à l'université. Ensuite, l'ego peut faire des exercices, par exemple, pour apprendre à mieux gérer ses émotions. Il peut participer aussi au développement du corps physique en allant s'entraîner, par exemple, à un gymnase, en faisant du sport. Mais pour ce qui est du développement du corps mental, ce n'est pas en fonction du désir de l'ego que son développement va prendre forme. Parce que c'est l'esprit qui, lorsqu'il juge que l'ego est prêt
à assumer consciemment sa présence et son existence, se manifeste à lui et à l'âme également. Et c'est à travers ce processus de descente de l'énergie qui provient du cosmos, à travers l'âme qui devient à ce moment-là un canal, que ce corps d'énergie peut prendre son essor et éventuellement s'expansionner. Le corps d'énergie mentale, en réalité, c'est la résultante d'une intégration d'une énergie qui provient du cosmos, qui est intelligente, qui est sans forme, qui est immortelle, qui est éternelle, et qui se manifeste au mental de l'individu. Et l'individu, à l'image d'un canal, il doit laisser circuler l'énergie pour l'intégrer, mais en même temps, il faut qu'il gère par lui-même son intégration pour ne pas être submergé par elle et être dominé par l'esprit et être assujetti et en souffrir. Donc, autrement dit, l'individu doit être capable de gérer intelligemment sa relation avec son esprit, au même titre qu'il peut gérer intelligemment sa relation avec la nourriture pour ne pas devenir obèse sur le plan du corps physique, au même titre qu'il peut apprendre à gérer ses émotions ou le bagage de connaissances auquel il a accès à travers ses études. Donc, c'est un petit peu dans la même dynamique développementale. Autrement dit, l'individu, dans un parcours de développement, apprend à gérer son corps physique, gérer son corps émotionnel, gérer le corps intellectuel, le mental inférieur, pour ensuite gérer le mental supérieur, c'est-à-dire la partie de lui-même qui se développe lorsqu'il entre en contact conscient avec l'esprit. Par rapport à cette gestion, c'est que l'esprit est une énergie qui est forte, qui est puissante. Et si l'individu ne gère pas cette énergie, eh bien, il peut être victime d'elle, en ce sens que, par exemple, l'esprit étant extrêmement intelligent, peut fournir à tout moment de la journée à l'individu des idées de nature créative et intelligente. Donc, si l'individu n'est pas capable de mettre un stop à l'esprit, ça se peut qu'à un moment donné, il souffre d'insomnie parce que lorsque l'individu vit une communication interne sur le plan télépathique à travers le phénomène de la pensée avec l'esprit, eh bien, il peut recevoir des idées intelligentes le matin, le midi et également pendant la nuit. Donc, si un individu essaie de dormir et là, il reçoit une idée intelligente, donc ça le met en action, il va la prendre en note, il va l'écrire sur un papier ou la prendre en note sur son ordinateur, eh bien, à ce moment-là, il travaille pour l'esprit et il ne se repose pas s'il fait ça à tout moment de la journée en fonctionnant dans la vie avec un téléphone intelligent sur lequel il prend en note les idées ou également un calepin papier. Il n'est plus libre, il vit une forme d'assujettissement. Et ça peut l'empêcher plus particulièrement de dormir, dans le sens que si il y a une idée intelligente à 2 heures du matin, à 3 heures du matin, 5 heures, son sommeil devient de plus léger à mesure que ces idées-là qui arrivent dans le mental. Et éventuellement, il fait de l'insomnie. S'il ne dort pas suffisamment, il y a moins d'énergie pour travailler. S'il a moins d'énergie pour travailler, éventuellement, ça peut nuire à son maintien en emploi et il peut même perdre le travail parce qu'il n'est plus capable de fonctionner, il devient dysfonctionnel. Donc, pour ne pas être submergé par l'envahissement de l'esprit, eh bien, l'individu doit être capable de mettre un stop. Donc, fermer le canal qu'il y a de communication psychique avec l'esprit qui s'installe suite à la mise en contact d'une manière volontairement consciente entre l'esprit et l'âme dans l'amorce du processus de fusion. Et éventuellement, il faut qu'il soit capable d'ouvrir aussi le contact avec l'esprit, la communication, mais d'une manière qui est adéquate, qui respecte sa capacité d'intégration pour ne pas être confronté à un trop grand flux de données, d'informations qui émanent dans sa conscience, qui vont l'amener à négliger ses loisirs, ses contacts avec ses amis et en fait modifier et déséquilibrer son mode de vie dans le sens que quelqu'un, par exemple, qui est en communication avec l'esprit peut passer
plusieurs heures à discuter avec lui et ainsi négliger ses heures de sommeil ou négliger ses besoins comme de manger, remettre à plus tard de manger, parce que le contact fait avec l'esprit et cette communication est porteur d'une vibration vitalisante. Donc l'ego peut être impressionné par l'intelligence de l'esprit lorsqu'il parle avec lui, et ça peut l'amener au début, un peu comme quand il est confronté à une nouveauté, à vivre une espèce d'état d'euphorie, de fascination face à l'intelligence de l'esprit qui est extrêmement grande, et l'amener à négliger sa vie et de devenir momentanément dysfonctionnel ou avoir des difficultés à fonctionner là, par rapport à gérer ses relations de couple, son travail, et ainsi de suite. Donc ça, c'est les effets négatifs ou pervers que ça peut avoir. Une très grande quantité d'idées, d'énergie aussi qui lui est acheminée. Donc le processus de la fusion, c'est un processus que l'individu doit gérer parce qu'après tout, si on pense à la question du sommeil, eh bien, l'esprit de son côté ne dort pas. De plus, il ne mange pas. Il n'y a pas besoin de répondre à des besoins de nature physique. À la différence de l'individu, la conscience qui habite un corps et qui doit répondre à ses nécessités en relation avec sa situation planétaire. Donc, autrement dit, l'esprit, comme il n'a pas besoin de dormir, entre autres, à tout moment de la journée, il peut acheminer des idées intelligentes en vue de projets, en vue d'actions que l'individu est appelé à poser dans les jours suivants. À tout moment, parce que lui, il n'y a pas de stop, il n'y a pas de limitation au niveau de la forme, parce qu'il ne vit pas dans une forme. C'est une énergie qui se pense tout seul, qui est très intelligente et qui n'est pas assujettie aux contraintes matérielles. Donc, il faut toujours que l'individu ramène à l'ordre l'esprit en lui disant, ben là, j'ai besoin de me reposer pendant la nuit, si tu veux me parler, parle-moi demain matin. L'individu doit être capable de mettre des stops, donc de s'affirmer et d'affirmer ses besoins pour que par la suite, l'esprit en tienne compte. Parce que l'esprit, c'est quoi? C'est une intelligence de nature cosmique qui se pense elle-même et qui a besoin de l'âme en évolution qui canalise cette énergie dans la matière pour évoluer directement à travers elle. Autrement dit, si l'esprit a un projet, comme par exemple de construire une nouvelle infrastructure dans le domaine de l'habitation qui va vraiment amener une révolution, une innovation pour favoriser une meilleure utilisation des énergies thermiques, eh bien, ça prend un corps physique pour mettre en application l'idée, l'invention. Donc, autrement dit, l'esprit sans l'être humain, dans la matière, ça ne sert à rien parce que l'esprit tout seul, c'est une intelligence extrêmement vaste, mais qui est qui est théorique. Donc, 100 personnes pour mettre en pratique l'idée de génie, tout seul, vacante dans le cosmos, elle ne sert pas à grand-chose. Par contre, l'individu qui est inconscient de l'existence de l'esprit, qui fonctionne juste avec l'ego, qui est limité en fonction de ce qu'il a appris dans son passé, qui est dépourvu de créativité, bien, il ne fera pas d'innovation, il ne fera pas d'invention s'il n'est pas branché de l'esprit parce qu'il n'est pas créatif par lui-même. Donc, autrement dit, quelqu'un qui fonctionne en circuit fermé d'une manière mécanique en fonction de mémoires anciennes et qui répète tout le temps les mêmes choses, bien, il n'évolue pas. Donc, autrement dit, l'individu privé de la présence de l'esprit est limité dans son évolution parce qu'il ne bénéficie pas de cette intelligence créative qui amène constamment des idées nouvelles, et l'esprit sans l'être humain ne peut pas fonctionner. Donc voilà pourquoi l'utilité du couple qui se forme lorsque la fusion s'opère, qui permet à chacun des deux composantes de bénéficier de l'autre et créer du mariage, de l'intégration et l'ajustement vibratoire entre les deux, une nouvelle composante qui n'était pas là et qui est le corps d'énergie mentale.